vais commencer le cours. Je ne vais pas parler fort, j'espère que vous m'entendez là, n'est-ce pas? Est-ce que ma voix est entendue par tous? Pas tout Oui, à fait. professeur. Donc, notre cours d'aujourd'hui commence par un récapitulatif des études épidémiologiques. Ensuite, je ferai le commentaire du document que je vous ai envoyé sur l'échantillonnage, le nombre de sujets nécessaires, les mesures de risque en épidémiologie. J'espère que vous avez tout ce document sous vos yeux. Autrement, je vous l'envoie de suite. Est-ce que M. Josué peut vérifier si tout le monde a ce document? Parce que je vous en ai envoyé deux. Un premier, c'était un modèle de protocole sur un travail que je suis en train de réaliser actuellement à Brazzaville, qui traite des grossesses extra-utérines. Donc, 2 points, études 4 mois à l'hôpital de référence de Talanga de Brazzaville, entre 2018 et 2019. Ça, c'est un modèle de protocole qui vous permettra de faire le petit exercice que je vous ai demandé de préparer. Et le deuxième document, c'est celui donc, qui traite des méthodes de sélection, du nombre de sujets nécessaires et des mesures de risque en épidémiologie. Comme je vous avais dit en préambule, l'intérêt à l'université, ce n'est pas de vous déverser les connaissances. À mon avis, c'est pour susciter l'esprit et l'éveil scientifique dans l'acquisition donc, et le développement de la rigueur et la clarté scientifique. Donc, on vous ouvre l'esprit, on vous montre les méthodes. Après, c'est à vous de les développer et de les contextualiser. C'est le but pour moi, c'est comme ça que je conçois l'université. Surtout que vous êtes tous des médecins. Je pense qu'à ce niveau, il faut plutôt développer le rapport au terrain, même si ça reste un processus, mais ce qui compte, c'est de se lancer sur cette ligne-là. Et dans cette perspective, j'avais dit que ici, je vous expliquerai comment j'ai réalisé certaines études sur le terrain, que ce soit les études transversales, les études 4 mois. Je vais vous les décrire afin que vous vous mettiez en situation professionnelle, en situation de terrain pour développer le savoir-faire et le savoir-faire aussi, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de ça en épidémiologie. Donc ici, c'est le terrain. Je vous ai donné le cours, les diapos, une centaine de diapositives. Ça, c'est la théorie, mais maintenant, on va voir comment on fait une étude de prévalence, comment on fait une étude 4 mois, comment on fait une étude de cohorte. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai essayé de procéder lorsque je faisais ces recherches sur le terrain. Je pense que c'est plus efficace comme ça. Alors, en ce qui concerne la synthèse hein, sur l'étude d'épidémiologie, vous avez dit que ce sont des études ou enquêtes, on va dire ça comme ça, qui se répartissent en deux grandes familles. Nous avons les études observationnelles et les études expérimentales. Nous allons, dans le cadre de notre étude, faire un focus sur les études observationnelles. Alors, en ce qui concerne ce genre d'études, nous avons retenu qu'il y a deux sous-familles, parmi lesquelles les études
étiologiques ou analytiques et les études descriptives dans lesquelles nous avons les études transversales et les études longitudinales les plus communément utilisées. Nous avons dit qu'en ce qui concerne les études transversales, on peut les trouver autant dans les études descriptives que dans les études analytiques. Cependant, même si elles portent la même dénomination, elles n'ont pas le même contenu selon que ces études sont classées dans la famille des études étiologiques ou dans la famille des études descriptives. Je vais faire une petite mise au point parce que j'avais dit que dans l'étude longitudinale, où on suit une population donnée, l'intérêt était de voir l'apparition des nouveaux cas, comme dans l'étude de cohorte, où on parle de l'incidence, mais pour une petite mise au point, je tiens à rappeler, à dire qu'en ce qui concerne l'étude de cohorte, lorsque l'étude arrive à sa fin, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus le processus dynamique à ce moment, on peut, à la fin d'une étude de cohorte, considérer une étude de cohorte comme on peut photographier maintenant parce que l'étude est maintenant à la fin. À ce moment, on peut calculer une prévalence parce qu'il n'y a plus de nouveaux cas. Donc, à la fin de l'étude, il n'y a plus de nouveaux cas. Donc, l'épidémie finie, il n'y a plus de nouveaux cas. Là, à ce moment, on peut calculer une prévalence. Donc, vous verrez ça dans les articles. J'avais aussi dit que, en principe, l'étude de cohorte, c'est une étude qui met en concurrence deux populations, une exposée et l'autre non exposée, qu'on suit dans le temps, pour voir dans quel groupe apparaîtront les nouveaux cas de maladie. Voilà. Dans quel cas il y aura des cas incidents. Et puis, on comparera la fréquence chez les exposés, qui sera comparée à la fréquence chez les non exposés. Mais vous verrez avec le temps, dans certains articles, qu'il existe des études de cohorte, pas que prospectives. Il y a aussi des études de cohorte rétrospectives. Donc, il y a des cas particuliers comme ça que vous allez voir dans la littérature. Donc, c'est pour cela que j'attire l'attention pour ne pas être fermé à d'autres savoirs et aux choses qu'on n'aura pas forcément développées dans le cadre de notre cours. Pareil pour les études 4 mois, qui naturellement sont rétrospectives ou historiques, mais vous verrez de plus en plus en clinique où on parle de 4 mois prospectives. Donc, que cela ne vous embrouille pas. Mais ça va venir au fur et à mesure que vous travaillez, voilà, au fur et à mesure que vous travaillerez plutôt avec les exercices qu'on va mettre à votre disposition. Ceci dit, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer à vous présenter les différents types d'études que j'ai prévu développer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez préparé vos questions parce que nous commençons à mettre les pieds dans l'épidémiologie de terrain. S'il vous plaît, Monsieur, professeur. est-ce qu'il y a des gens qui ont levé les mains? Oui, il y a docteur Ekumbo qui a levé la main. Docteur Kumbo, je vous écoute. Oui, merci professeur. Oui, après lecture de documents que vous nous avez envoyés là, c'est l'une de mes préoccupations. Je pense que vous avez déjà répondu à partie concernant les études de cohorte rétrospectives. Très bien. Là, j'aimerais savoir à propos de les études transversales longitudinales,
si on peut aussi avoir des études rétrospectives dans ce cas-là. Oui, il y a des études longitudinales rétrospectives, n'est-ce pas, que les gens appellent par excès, hein, vous savez, par excès de langage, parce que vous savez, les sciences ne sont pas fermées. Certains appellent par excès de langage études de cohorte rétrospective, parce qu'on a suivi, voilà, on imagine qu'on a suivi une population de manière historique. Mais dans la plupart du temps, on va dire que si on s'en tient à la rigueur scientifique, on n'appellerait pas ces études de cohorte historique parce que on ne peut pas identifier les non exposés. Souvent, c'est difficile, mais par excès de langage, la science étant flexible, nous appelons certaines études longitudinales historiques comme des cohortes historiques. Et même moi qui vous parle, j'ai eu à faire ce genre d'études. Bon, j'espère que je vous ai éclairé sur ce sujet. Oui, merci professeur. Je vous en prie. Alors, le premier travail que je vais vous présenter, je préfère commencer par celui qui va demander un peu plus de réflexion parce que j'ai vu que ce matin, en traitant le même exercice, ça nous a pris beaucoup de temps. J'avais commencé par une étude, j'avais commencé à parler d'une étude transversale analytique que nous avons réalisée ici au Congo-Brazzaville sur l'onchocercose. Je pense que, voilà, je vous demande de vous mettre, voilà, de mettre ce travail en face de vous pour que on en débatte. C'est la deuxième page de votre document. Non, attendez. Mais c'est, je crois, la troisième ou la quatrième page. Chez moi, c'est la quatrième page. Est-ce que vous y êtes? Monsieur José? Alors, je mets la formule de Schwartz qui nous permet généralement de trouver la taille de l'échantillon dans le contexte des études transversales lorsqu'on ne fait pas le choix de faire une sélection exhaustive. Donc, nous avons, dans le cadre de l'étude sur l'onchocercose à Brazzaville, retenu que, selon l'OMS, il était recommandé d'avoir une prévalence de moins de inférieure ou égale à 5% pour parler de l'élimination de cette endémie. Donc, c'était une étude d'évaluation, enfin, d'évaluation de la prévalence, hein, pas une étude interventionnelle. Ici, nous sommes dans le cas d'une étude transversale. Donc, partant de cette hypothèse, nous avons fait un échantillonnage et avant tout, nous avons calculé la taille de l'échantillon avec la formule que je vous ai projetée. Nous avons considéré une prévalence de 50,4% que nous avons tiré dans une étude antérieure à celle que nous étions en train de réaliser. S'il vous plaît, professeur. Oui. Il y avait deux documents que vous avez envoyés. Un, c'était l'exemple du protocole et puis des études épidémiologiques. C'est là que nous devons trouver l'étude. Normalement. Vous n'avez pas cette étude? Je l'avais intitulée
Je l'ai intitulé échantillonnage, nombre de sujets nécessaires, mesures de risque en épidémiologie. Vous ne l'avez pas eu? Non. Bon, c'est pas grave. Je vous l'envoie dans moins de 5 C'est minutes. intitulé études épidémiologiques. Non, c'est pas ça. Est-ce que M. José peut vous transmettre le document que je suis en train de commenter? Parce que je le lui ai transmis ce matin. Oui, je l'ai reçu aussi, je l'ai transmis, je crois. Peut-être regardez vos mails, je l'ai transmis à 12 heures. Là, c'était juste après le cours de MD. Là. Est-ce que tout le monde a accès à son mail? On vérifie. Oui, s'il vous plaît, professeur, vous pouvez nous donner une minute de temps de chercher dans les mails et puis de télécharger. Oui, je vous donne 3 minutes. Merci, professeur. Je vous en prie. Donc, naba oya nani wana eza na kati. Après ça, et puis la GI, c'est ça. En tout cas, dans mon mail, Frère Josué, c'est intitulé comment? Échantillonnage. moi, je C'est viens fait, de c'est le voir. téléchargé. Hein. C'est téléchargé. Excusez, professeur, moi je pense que le frère Josué a oublié d'envoyer d'autres personnes. Moi, en tout cas, je n'ai pas reçu ça. Frère Josué, moi je viens de recevoir seulement les documents de biométrie, dernière version, et l'autre, vous ne m'avez pas envoyé. Je peux balancer ça dans le groupe WhatsApp.
Mais CP, vous avez dit que vous avez envoyé dans les groupes. Quel groupe? Il n'y en a pas. C'est dans le mail. J'ai déjà balancé ça dans les groupes, notre groupe WhatsApp, les deux groupes. Oui, j'ai vu. J'ai vu l'accusé. Ok, C'est déjà bon. entré dans le groupe. Ok. C'est bien arrivé. C'est vraiment une thèse officielle. En tout cas, cette année, on fait un bon. En termes d'activité, oui. Mais je crois que tout le monde a déjà eu ça, n'est-ce pas? Tout le monde a eu dans le groupe. Oui, on peut continuer. Hein. On peut continuer. Professeur, on peut continuer, s'il vous plaît. Je vous parlais du fait. J'ai initié deux choses. Au départ, c'était une enquête sur effectivement la non-vaccination. Oui. J'avais le protocole et ça m'étonnerait pas que ce soit le même truc qui est proposé sur le moment. Ça ne m'étonnerait pas. Si je pourrais te le montrer, ce que je pense, c'est cela. Et puis, quand après, il a échangé avec nos amis de Gabi, il dit qu'il y a quelque chose de plus urgent. C'est le problème de gestion des vaccins. Les médecins sanitaires, parce que les autres cas sont différents. On a chaîne de froid, l'électricité. C'est aussi la pratique des gens. Et il me dit vraiment, bon, on a parlé de ça tout à l'heure, de Gabi à Genève. Et c'est même Alain qui a dit, mais vous savez, nous sommes quelqu'un sous la main, qui peut faire l'éducation, ce travail. Donc ça, c'est le cas qui m'appelle. Très bien, apparemment ton micro est ouvert. Hein? C'est pas ça, c'est le temps pour faire une proposition. Là, nous sommes, je pense, de septembre, quelque chose comme ça. Et puis, je fais la proposition. Et puis, nous sommes les gens, tout ça. Mais tu te rends compte qu'il est totalement noyé. Il est vraiment totalement noyé. Alors qu'effectivement, au début, j'avais changé avec les gens qui disaient que c'était important. Donc, je pense que par ce travail, on peut dire que bon, comme il est parti sur Potopoto, on peut penser pour l'élargir. Oui. Ça peut être juste une articulation. Oui, ça peut être à la limite une étude préliminaire. C'est la communauté pilote.
Je vais envoyer le Comment ça, comme ça. Avant de partir aujourd'hui, je vais, comme Ali va rester un moment, je vais lui envoyer déjà le budget. Oui, sur le budget, il faut que par 16% de coût organisé. 7% de mon compte total. Celui qui traite des données, ça peut être. Moi, je le rémunère pour cette contexte. Maintenant, on discute avec le ça n'a pas. Mais ça ne peut pas être. Et les enquêteurs principaux, les superviseurs, s'ils sont moins de 10, un superviseur, en fait, il faut mettre un superviseur de 4 à 5. S'ils sont une dizaine de superviseurs. Il faut 2 superviseurs. Ok. Oui, Josué. Allô? Allô, professeur. Allô, professeur. Oui, oui. Il y a un moment donné, là, en tout cas, on ne vous captait plus. Il n'y avait que des bruits, là. Au téléphone? Ah, parce que je me suis déconnecté. Ah, ok. Oui, je me suis déconnecté. J'ai changé de bureau. J'ai réinstallé mon matériel dans un autre bureau. Parce qu'il y avait un ouvrier qui était en train d'arranger la climatisation. Ok.
Ah, Donc, je suis en train de me rebrancher. Hein. Donc, ok, merci, professeur. À tout à l'heure. à tout de suite. C'est la partie. C'est à cause du soleil. Donc, franchement, voilà, oui. Et oui, ici, le wifi ne capte pas. Oui. Le wifi du ASM capte ici, là. Mais avec le téléphone. Oui. Ouais, moi, j'aime bien. Donc, j'espère qu'il y a le wifi ici, là. Je vais vous montrer comment faire. Là.
Allez, bon. Absolument. Oui. Voilà. C'est bon. Correct. Je voulais vous montrer comment ça fonctionne avec le casque. Oui. Donc, comme vous connectez ici, là, ça marche pas. Et ils m'ont envoyé vers mon top. Si ça marche pas, vous faites ça. Au moment où j'arrive, vous l'utilisez le téléphone comme micro. C'est vrai, c'est pour ça. Tu reviens, c'est pour ça que tu reviens. Oui, je reviens. Je reviens ça.
Allô, CP. Abraham. Oui, papa. On dirait le prof est parti. Mais toi, tu m'as dit que tu viendras à 14 Soyez heures. patient, ils se battent pour nous donner les liens. Soyez patient. C'est quoi? C'est quoi? C'est Christian là qui parle, je ne sais de quoi. Ceci, je dis ceci, c'est docteur Wallo. Soyez patient. Les professeurs sont en train de se battre pour nous donner les cours. Donc, ça va se rétablir et puis on va démarrer les cours. C'est quoi? L'heure, c'est l'heure. Docteur Claude, un peu de patience, les profs s'installent, les temps qui s'installent. Ils se battent pour ça. Ils se battent pour ça quand ça va se rétablir. Pas trop de commentaires inutiles. Là. Ça dérange aussi les amis. Bon, monsieur, côté.
Allô? Est-ce que je me fais entendre? Oui. Oui, professeur. Maintenant, c'est OK. Bon, mon ordinateur a un retard qui est inhabituel. Ça n'empêche pas de trouver une alternative à partir du moment où vous avez les documents sous vos yeux. Je vais devoir vous décrire les études que nous avons réalisées sur le terrain afin que vous développiez le rapport au terrain et que cela vous ouvre l'esprit, bien évidemment, et la curiosité scientifique pour les études épidémiologiques. Et dans cette perspective, je vais commencer à vous parler de l'étude sur l'onchocercose que j'avais commencé à décrire. Donc, je disais que c'était une étude que nous avions réalisée au Congo-Brazzaville dans une zone endémique que nous appelons le foyer du bassin du fleuve Kwilu-Nyari, qui est bordé par la présence des simili, qui sont ces mouches qui provoquent l'onchocercose. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait faire une évaluation pour savoir le niveau de prévalence de l'onchocercose dans cette zone, parce que le MES vise l'élimination de cette maladie. Donc, pour éliminer cette maladie, nous avons pensé qu'il fallait d'abord faire une évaluation préliminaire pour connaître donc le niveau de la maladie. Pour connaître le niveau de la maladie. Bon. Donc, lorsque nous avons regardé ici, nous avons commencé par estimer la prévalence. Avant de descendre sur le terrain, nous avons bien évidemment rédigé avec toutes les parties prenantes parmi lesquelles il y avait donc, je disais qu'il y avait des parties prenantes, parmi lesquelles il y avait des bailleurs, il y avait des universitaires, il y avait des ONG qui sont facilitatrices pour accéder à la population des enquêtés. Consentement éthique, nous avons respecté toutes ces consignes. Et nous avons, dans le cadre de notre échantillonnage, utilisé la formule qui est au tableau, qu'on appelle la formule de Schwartz. On appelle ça formule de Schwartz, que vous allez voir dans beaucoup de livres d'épidémiologie. Ici, nous avons retenu un delta
ce qu'on appelle une précision de 0,03 ou de 3%. D'aucuns pouvaient retenir 0,05. C'est un choix qui n'est pas soumis à des exigences très particulières. Donc, ici, nous avons choisi 0,03 parce que, étant donné que l'OMS faisait partie des parties prenantes, souvent l'OMS conseille d'utiliser 0,03 ou 3% de précision. Avec un U alpha au carré de 1,96, nous avons obtenu 1067 comme nombre de personnes à enquêter. Excusez-moi, je suis en train d'écouter mon écho. Est-ce que c'est la salle ou bien c'est à mon niveau? Nous l'entendons également, professeur. Vous entendez un écho? Oui. On n'arrive pas à bien saisir ce que vous disiez. Ah oui, donc ça vient de moi parce que c'est curieux. Tout à l'heure, j'avais le casque, après je l'ai enlevé et j'ai commencé à parler avec le téléphone comme à l'accoutumée, mais j'entends toujours un bruit de fond. Bon, apparemment, ce bruit est parti. Donc, je disais... Oui, c'est parti, ça part. Oui. Donc, je disais que avec une précision de 3% que nous avons considéré, puisque parmi nos parties prenantes, il y avait l'OMS qui souhaitait que ce soit 3%, on n'a pas pris 5% que nous prenions d'habitude, on a pris 3%. 3%, 5%, c'est pas trop grand, l'écart n'est pas trop grand. Et donc, on a obtenu un échantillon de 1067 personnes avec la formule qui est au tableau. C'est une première étape décisive lorsqu'on trouve le nombre de sujets nécessaires pour une étude transversale, qu'elle soit descriptive ou analytique. Travaillons en population générale et pour augmenter la puissance de notre échantillon de 1067 personnes, nous avons utilisé ce qu'on appelle effet grappe à 2. Donc, que ceci ne vous embrouille pas, l'étape la plus décisive, c'est bien évidemment de trouver le nombre de sujets nécessaires. Une fois ce travail fait, on est sûr qu'on peut travailler sans beaucoup de problèmes. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, que comme on travaillait en population générale, nous avons voulu augmenter encore un peu la population pour avoir une bonne puissance statistique, c'est-à-dire une population qui concerne un volume important de personnes, de ne pas donc s'arrêter à 1067 personnes. C'est ainsi que nous avons utilisé ce qu'on appelle effet grappe. Je vais ouvrir On illustre cela avec les raisins. Vous connaissez les fruits qu'on appelle les raisins? Sont fixés sur une grappe.
en statistique, lorsque les ingénieurs agronomes traitaient les raisins et les industrialisaient pour commercialiser, ils sélectionnaient d'abord les grappes de raisins et de ces grappes, ils voyaient s'il fallait prendre les bons raisins pour faire du vin et jeter les mauvais pour autre utilisation. Et ici, donc l'effet grappe, c'est donc prendre des groupes des populations. Par exemple, si vous travaillez à Kinshasa, Limité peut être une grappe, donc toute une zone de Limité peut être une grappe des populations habitant Limité. Un quartier peut être une grappe d'une population donnée. Et donc ici, nous avons fait la même chose. On a procédé par des choix de grappes. Mais quand on a choisi un effet grappe à 2, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 le nombre de sujets nécessaires obtenus par la formule de Schwartz. Puisque nous avons eu un nombre de 1067 personnes, multiplié par 2, ça fait 2134 personnes. C'est simplement ça. Maintenant, dans la poursuite de notre travail, nous avons voulu avoir une méthode standardisée, c'est-à-dire qui permettrait ou qui permet que nos résultats soient comparables avec les résultats d'autres études sur les problèmes d'onchocercose. Pour ce faire, nous avons donc utilisé une méthode reconnue internationalement dans ce cadre, proposée par l'OMS. L'OMS qui recommande que lorsque vous faites des études de population, en utilisant des effets grappes, il faut sélectionner 30 grappes dans lesquelles extraire vos personnes à interroger. Vous voyez que la suite, sans que l'accomplissement ou le respect des calculs proposés par l'OMS. Votre investissement personnel s'arrête normalement à 1067. Maintenant, le reste, ça demande plus trop de réflexion. Vous suivez simplement l'enchaînement. Donc, je récapitule. Ici, nous avons eu un effet grappe à 2. Donc, on multiplie par 2 le nombre de personnes interrogées. Ensuite, on se dit donc, dans le souci d'interroger tout le monde, nous avons voulu être plus méthodiques en respectant cette démarche proposée par l'OMS qui propose la sélection de 30 grappes quand on va faire une enquête populationnelle ou extra-hospitalière, telles que les enquêtes vaccinales, quand vous voulez évaluer la couverture vaccinale dans un pays, à défaut de faire le recensement des enfants pour savoir qui a été vacciné et qui n'a pas été vacciné, qui n'a pas été complètement vacciné et qui ne l'a pas été, alors on utilise ces méthodes. Donc, c'est une technique qu'on appelle technique d'Anderson, ou échantillonnage à 2 degrés, tel que détaillé ici.
Alors, ici, puisqu'il fallait prendre 30 grappes, nous avons pris notre population de 2134 personnes. On a divisé par 30 pour connaître le nombre de personnes qu'il faut sélectionner dans chaque grappe. Maintenant, en multipliant 71, on a trouvé, voilà, 71, donc 2134 divisé par 30, on obtient 71 personnes. Donc, à peu près un échantillon de 2130 personnes à enquêter. Je vais ouvrir une petite parenthèse, donc, pour parler d'une enquête que vous allez découvrir dans le cours à travers les diapos, peut-être pas trop détaillé, mais je vais vous expliquer maintenant, parce que c'est ce que nous avons fait sur le terrain. C'est ce qu'on appelle la sélection ou l'échantillonnage en grappes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la grappe de raisin, mais dans la pratique, quand vous allez sur le terrain, vous considérez les grappes comme des zones démographiques, comme des blocs, comme des quartiers. Et donc, avant d'aller, par exemple, avant de décider de mener un sondage en grappe, la technique commence par un tirage au sort. Donc, vous prenez d'abord tous les quartiers d'une zone et par rapport à vos moyens, à vos ressources humaines, financières, techniques, vous évaluez vos capacités de choisir un certain nombre de grappes ou de zones géographiques. Parce que si vous prenez tout, ça sera un recensement. Dans notre étude, le maître nous avait proposé de sélectionner 30 grappes. Mais comment on fait la sélection? Vous prenez une liste de tous les quartiers, comme nous avons pris une liste de tous les villages qui bordaient ou qui bordent le fleuve Kwilu-Nyari, tous ces villages. Et par rapport à nos moyens, on avait pensé qu'on avait la capacité de ne sélectionner que 4 villages. Donc, 4 villages, ça nous a emmené donc sur un échantillon sur une liste de villages, nous avons tiré au sort 4 villages. Comment on peut faire le tirage au sort? On peut le faire sur ordinateur ou manuellement. Sur ordinateur, c'est plus facile, mais manuellement, comment on peut faire? Nous, on avait fait manuellement pour des raisons pédagogiques, parce que c'est un étudiant qui était chargé de faire la coordination de l'enquête. Eh bien, il avait pris donc un seau, il a pris des feuilles, des papiers, et il a écrit sur chaque bout de papier le nom des villages. Après, il a plié la feuille, il a mis dans un seau. Après quoi, on lui a demandé de tirer 4 feuilles pliées dont on pouvait voir le nom du village. Et par là, il a sélectionné 4 villages. Quand nous les avons déballés, on a vu que les villages en question, c'était ce que vous voyez sur votre feuille. Je vais essayer de projeter ça aussi pour que vous voyez. Et normalement, vous l'avez sous vos yeux.
Bon, c'est pas grave. Et donc, les 4 villages sélectionnés nous ont permis déjà de cibler les localités où l'enquête devait avoir lieu. Maintenant, quand on a les 4 villages, il faut se poser la question de savoir, mais quel est le nombre de personnes à prendre dans chaque village? Voilà la question qu'on s'est posée. Quel est le nombre à prendre dans chaque village? Mais ça doit se calculer. La première question posée, donc il fallait prendre les populations cibles. Mais dans un premier temps, nous sommes allés au niveau des services administratifs pour prendre le nombre de personnes qui habitent chaque village. On a obtenu au niveau des districts. Ici, on appelle ça des districts. Chez vous, c'est des provinces, je pense. Nous, on a eu donc les effectifs par localité. Une fois ces effectifs obtenus, nous avons donc avoir les autres paramètres. Mais dans les orientations techniques de l'OMS, en plus de 30 grappes qu'il fallait choisir, l'OMS nous dit que la population cible à enquêter, c'est 80% de la population totale des gens qui habitent ces villages. Ce qu'on appelle population endémique ou population en zone endémique. Et du coup, en appliquant 80% de chaque effectif, nous avons obtenu la 3e colonne de gauche à droite et une 3e colonne où nous avons les 80% des effectifs de chaque ville. C'est très intéressant, hein, parce qu'avec cette formule, vous pouvez aisément... votre écran. Pardon? On n'arrive pas à voir votre écran. Je ne vous entends pas, il y a un problème d'écho là. Votre écran, on n'arrive pas à le voir. Vous n'arrivez pas à regarder, mais vous avez le document sous vos yeux, non? Il faut aller voir les documents. Il n'y a pas de projection d'écran. Là, vous et même les documents, c'est quelle page? Parce que je ne retrouve même pas ce que vous dites dans le document. Ah, d'accord. Je vais vous dire. Ah non, c'est... Est-ce que vous avez le document que je suis en train de faire défiler là? Oui. Oui, oui. Oui, nous l'avons. Une question, professeur, avant peut-être d'avancer. Oui. J'ai une question en rapport avec la sélection des villages, par rapport aux moyens. Oui. J'aimerais savoir un peu les critères de sélection des villages par rapport aux moyens. Parce que vous avez dit qu'il faut voir d'abord les moyens et puis sélectionner les villages. Et dans le cas d'espèce, vous avez, à mon avis, sélectionné 4 villages, si je ne me trompe pas. Alors, Oui, quels étaient les critères pour retenir ces 4 villages et laisser tomber les autres? Les critères de sélection, il fallait, que ces villages soient dans les zones endémiques. D'accord? Donc, il fallait que ces villages soient dans les zones endémiques. Et 2, donc le critère de sélection principal, c'était qu'il fallait que les villages soient dans les zones endémiques. Maintenant, la sélection, la procédure, c'est comme je vous ai dit, une fois
que les villages ont répondu à ce critère de sélection, on a listé tous les villages. On a listé tous les villages pour pouvoir tirer au sort 4. Parce que par rapport à nos moyens, on ne pouvait pas travailler dans plus de 4 villages. On ne pouvait pas envoyer les enquêteurs dans plusieurs villages parce que notre budget, était restreint, était réduit. On n'avait que l'argent de payer quelques enquêteurs qui pouvaient circuler dans 4 villages. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, professeur. Très bien. Merci. Donc, je vous en prie. Donc, prenez les choses dans leur simplicité comme ça. Et donc, est-ce que le tableau vous est visible pour vous? Oui, il est visible. Oui. Ah, mais je pense que je n'arrive pas à vous projeter le tableau. C'est bizarre, ça. Bizarre. Oui, nous avons le tableau. Voilà, c'est ce tableau-là. Ça, vous l'avez? Oui, voilà, c'est ça. Parce que je suis en train de regarder sur mon téléphone aussi. C'est le tableau-là que j'étais en train de commenter tout à l'heure. Vous voyez que... alors, est-ce que je ne vous ai pas envoyé ce tableau dans votre document? Si, nous l'avons. Non. Vous ne l'avez pas, hein? Oh, nous l'avons. Il y en a, il faut descendre un peu en bas, docteur Lorette. Il y en a. C'est la page 5 du document. Non. C'est la page 5. Bon, si vous l'avez, ça va alors. Donc, on a sélectionné les villages avec comme critère de sélection être un village dans la zone endémique, dans la zone où sévit l'onchocercose. Une fois ces villages, les 4 sélectionnés au hasard, parce qu'on n'a pas beaucoup d'enquêteurs pour envoyer dans tous les villages, vous avez compris? Zone. Combien de personnes nous allons inclure dans l'étude dans chaque village? Avant d'en arriver là, nous avons, en utilisant la formule d'Anderson, nous avons d'abord commencé par trouver la population cible. Selon cette formule de l'OMS, donc d'Anderson que l'OMS utilise, on a pris 80% de la population de chaque village. D'où nous avons trouvé les données qui se trouvent dans la 3e colonne. C'est-à-dire, pour le premier village, si vous multipliez 7458 fois 80%, on obtient 5966. Et après, il fallait se dire, bon, un village, on ne fait pas de recensement dans les villages, parce que nous n'avons pas aussi assez de moyens. On va donc chercher le nombre de grappes de population à sélectionner dans chaque village. Pour obtenir le nombre de grappes, il faut donc trouver dans chaque village le poids de la population cible. Pour obtenir le poids de la population cible, on a utilisé la formule qui est en bas du tableau, c'est-à-dire la population cible par localité divisée par la population totale de cette localité. Donc, c'est ainsi que, en multipliant la population cible par localité, en divisant par la population totale par population cible, on obtient les poids que nous avons là. Donc, les poids de la population cible. Une fois
quatrième colonne remplie, donc qu'on a les poids de la population cible de chaque localité, on peut maintenant trouver le nombre de grappes, qui n'est que ce poids multiplié par le nombre de grappes 30. Donc, vous voyez que ce qui est difficile, en fait, c'est même pas difficile parce que vous n'avez pas à inventer quelque chose. Quand vous allez sur le terrain, vous ne faites que appliquer ces formules comme un enchaînement. Vous avez un tableau de bord de ces formules et vous ne faites que les appliquer. Une fois le nombre de grappes obtenus, après on calcule le nombre de personnes dans chaque grappe avec la formule qui se trouve là, c'est-à-dire nombre de grappes par localité multiplié par le nombre de personnes à inclure. Excusez, professeur. S'il vous plaît, professeur. Oui. Oui, vous pouvez un peu revenir de façon concrète. La population cible dans notre tableau, il correspond à 5966. Oui. La population cible. Et la localité correspond à quoi? La localité correspond à quoi exactement? Je pense que... Ndoloi. Oui, c'est un village. En termes de chiffres. Pardon? En termes de chiffres, c'est combien cette localité-là? Donc, devant ce village, quand on est parti dans les administrations pour voir le nombre de personnes qui habitent ce village, ils étaient de 7458. D'accord? Oui. Maintenant, la population cible, oui. selon la formule que le MES propose, c'est prendre 80% de ce nombre. Donc, 80% de 7458 en ce qui concerne cette localité. Oui. C'est ça la population. Après, on obtient 5966. Oui. Ça voilà. c'est clair. Et on fait la même chose. Oui. Pardon? Oui, excusez, professeur, c'est la formule là pour obtenir le poids de la population. C'est ça que je voulais vraiment avoir les représentations claires. Le poids de la population cible. Je voulais voir les chiffres concrets. Vous avez dit la formule, c'est population cible fois localité sur population totale. Alors, je voulais vraiment avoir de précision. La population cible, je la connais, je l'ai vue. Mais maintenant, la localité, c'est combien en termes de chiffres? Et puis, la population totale, pour avoir ces 0,43 là. C'est ça la préoccupation. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Je ne vous ai pas trop suivi. Excusez-moi. Ciblé par localité divisé par la population cible. Non, je veux juste savoir la précision. Le 0,43, c'est la population cible. Et le poids de la population. Maintenant, je voulais maintenant savoir. Vous avez dit que la formule, c'est population cible fois localité sur population totale. La population cible, on l'a. Le chiffre est là, 5966 pour Ndolo. Maintenant, la localité, c'est chiffré à combien? Et la population totale, c'est chiffré à combien pour obtenir le 0,43? Les deux données que je ne comprends pas. Ah, d'accord. La population cible par localité, vous l'avez, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le total de la population cible, c'est en bas, 13 727. Donc, si vous faites 5 966 sur 13 727, vous aurez 0,43. Si vous faites 6 390 sur 13 727,
vous aurez 0,47, n'est-ce pas? Oui. 13 727. Et ainsi de suite. Donc, vous ferez aussi 553 divisé par 13 727, ben, vous aurez 0,04. D'accord, merci professeur. On va voir la précision. C'est limpide. Je vous en prie. Après, vous allez voir que ce n'est pas moi qui ai inventé ça, non plus. C'est des conventions. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est avant d'aller faire une enquête populationnelle, vous avez votre tableau, le tableau de procédure d'échantillonnage là. Vous avez les villages, vous avez population. Ici, nous avons mis population en zone endémique parce que c'est une zone endémique, mais vous mettez seulement population, population cible, poids de la population cible, nombre de grappes, nombre de personnes à inclure dans chaque zone, dans chaque district sanitaire, n'est-ce pas? Après, vous allez remplir par rapport aux données de terrain. Donc, vous allez commencer par chercher le nombre d'habitants dans chaque zone. C'est au niveau des populations. Après, vous allez affecter à chaque population 80%, ce que l'OMS appelle par population cible. Après cela, il faut calculer le poids de la population cible dans chaque localité, en faisant simplement des rapports population cible trouvée sur le total de population cible et on remplit. Vous voyez, donc c'est des enchaînements qui se suivent pour que vous remplissiez ce tableau. Une fois que vous avez ce tableau, à ce moment, vous pouvez maintenant dire que nous allons enquêter nos 2130 personnes en connaissant le nombre de personnes à enquêter dans chaque localité. C'est ça la procédure, globalement. Et le nombre de grappes, vous avez vu, c'est 30 fois poids de population cible par localité. Donc, vous allez trouver le nombre de grappes par localité. Et une fois trouvé le nombre de grappes par localité, finalement, le nombre de personnes à inclure par localité, ce sont les nombres de grappes multipliés par 71 que nous avons obtenus en divisant nos 2130 par, voilà, par 30. Et on a obtenu, finalement, quand on remplit ce tableau, on a tous les détails. Mais ce tableau, c'est vraiment le respect scrupuleux de ces formules. Et c'est une démarche qui est utilisée par l'OMS dans le cadre des études de terrain. Donc, ça veut dire que si un jour, certains d'entre vous travaillent ou travailleront à l'OMS, ben, ils n'auront pas normalement de problème pour faire ce genre d'enquête. Ils pourront encadrer ou former les gens dans la manière de concevoir les procédures d'échantillonnage utilisées par l'OMS. Voilà. Est-ce que vous avez compris ou bien vous avez besoin d'éclaircissement avant de passer à une autre étude? S'il vous plaît, professeur. Est-ce qu'il y a une main levée? Oui. Oui, professeur, nous n'avions pas compris comment vous avez trouvé le nombre de personnes à inclure dans chaque DS. Nombre de personnes à inclure dans chaque localité. Hein? Alors, pour trouver le nombre de personnes à inclure dans chaque localité, on s'est basé sur le nombre de grappes dans chaque localité. Dans le premier village, Ndolo, ben, nous avons un nombre de grappes de 13. Pour obtenir 923, nous avons multiplié 13 par 71. 13 fois 71. Et nous avons obtenu 923. Et souvenez-vous que nous avons obtenu 71
déjà plus haut, parce que c'était le nombre de personnes à inclure dans chaque grappe, par le calcul que nous avons eu un peu plus haut ici, là. Si vous vous souvenez, après la formule, voilà. Comme vous voyez, voilà. Donc ici, nous avons divisé 2134 divisé par 30 et ça nous a donné 71 personnes. C'est le même 71 que nous avons. Dès qu'on trouve ça, c'est le même 71 que nous utilisons pour remplir ce tableau au niveau des nombres de personnes à enquêter. Est-ce que vous avez compris? Oui, professeur. Parfait. Donc, vous allez vous exercer, revoir ça chez vous à la maison. Ça vous permettra de... C'est juste le respect des enchaînements mathématiques pour avoir un échantillon représentatif qui, sur le plan méthodologique, est crédible. Maintenant, comment nous avons fait pour obtenir la prévalence? Le plus dur, c'est bien évidemment d'obtenir les populations, n'est-ce pas? Maintenant, pour la prévalence, comment on fait? Nous savons que la formule de la prévalence, selon le cours c'était le nombre de malades qu'on a divisé sur la population totale. Donc, la formule ne change pas. Nous avons pris le nombre de malades par localité divisé par les effectifs de la population cible par localité. Voilà, à partir de cette formule-là. Donc, dans les 4 localités, nous avons fait la même chose. Nous avons donc, pour le premier village, sur les 923 personnes, nous avons vu combien étaient malades. Donc, on a pris les malades là, divisé par 923. Pareil pour 994, pareil pour 71, pour 142, et du coup, pareil pour 2130. Ça, c'est la prévalence de la maladie onchocercienne dans notre population. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à trouver le nombre de sujets nécessaires et de compléter pour avoir le nombre de personnes à enquêter dans chaque localité. Excusez, professeur. Quant au calcul mathématique de la prévalence, le problème n'est pas posé parce que nous savons qu'il y a un numérateur qui est le nombre de malades et un dénominateur qui est l'effectif total. Donc, à travers cette formule, on a eu souvent la prévalence dans le village 1, Dolo, la prévalence dans le village 2, Thibaut, la prévalence dans le village 3 et la prévalence dans le village 4. Et la somme de ces prévalences, bien évidemment, donne la prévalence globale. Cette prévalence obtenue, alors, on peut maintenant faire ce qu'on appelle l'extrapolation. On extrapole cette prévalence à toute la zone endémique. C'est-à-dire que le résultat obtenu dans 4 villages est généralisé dans tous les villages qui ressemblent à ces 4 villages sur le plan épidémiologique. C'est ce qu'on appelle l'extrapolation.
ou inférence statistique de la mesure de risque. On a fait une inférence à toute la population. Donc, une extrapolation. L'extrapolation ou la généralisation ne se fait que lorsqu'on utilise dans le sondage des procédés probabilistes ou aléatoires. C'est ce que nous avons fait sur le terrain. Donc là, vous aurez compris ce que c'est, voilà, vous aurez compris comment on trouve la prévalence. Et dans notre population, comme vous voyez le tableau que je projette, je ne sais pas si vous voyez le nouveau tableau que j'ai projeté. Non, il n'est pas encore visible. Ah oui. Oui, c'est affiché. C'est affiché, n'est-ce pas? Voilà. C'est sur mon téléphone, ce n'est pas affiché. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc, vous avez vu le tableau qui parle de la description de la population d'études. Vous le voyez? Non. Il vient disparaître. Est-ce que vous voyez le tableau? Bon, de toute façon, vous l'avez dans le document. Vous l'avez dans le document. Donc, le tableau qui décrit la population de l'étude montre, comme on l'avait dit la fois dernière, que la première partie de l'analyse, qui est l'analyse descriptive, traite de la description de la population d'études. Donc ici, nous avons les caractéristiques de la population. Ces caractéristiques nous montrent l'âge avec ses extrêmes. On a l'âge médian qui est de 31. Voilà, on a des extrêmes d'âge qui va de 5 ans à 94 ans, comme les gens, voilà, de 5 à 94 ans. Bref, on voit aussi la profession et l'ancienneté dans la zone endémique. Parce que l'ancienneté, plus on vit longtemps dans une zone endémique, plus on a le risque d'être touché par la maladie. Maintenant, on s'est intéressé aussi forcément sur la profession parce que dans l'étude, par exemple, les pêcheurs, ceux qui vont faire les champs, souvent sont en contact avec ces mouches dans la forêt que ceux qui sont dans les bureaux. Grosso modo, l'intérêt de cette présentation, c'était de montrer comment on fait le calcul de la prévalence et aussi de la taille de l'échantillon dans une étude transversale en population générale. Donc, je précise bien, en population générale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation que je viens de faire? Oui, professeur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, professeur. Oui. C'est par rapport à la prévalence, on n'a pas bien compris comment vous avez trouvé le nombre de malades, le nombre total de malades. Le nombre total de malades. Oui. Vous avez compris comment on a trouvé le nombre de personnes incluses dans chaque district sanitaire, dans chaque village, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Quand vous faites la somme de ces nombres de personnes, vous allez obtenir 2130. Est-ce que c'est clair?
Oui. Voilà. Vous faites simplement la somme. En bas, ce sont des sommes de tout ce que vous voyez là. Pour la population cible, en bas, vous avez la somme. Donc, vous avez, voilà. Donc, en bas, ce sont des sommes, simplement. Donc, ici, nous étions dans le cas d'une étude relativement complexe, on va dire ça comme ça, mais très intéressant parce que ça nous permet de comprendre comment on fera une enquête en population générale. Ça peut être une enquête dans les écoles, n'est-ce pas? Vous aurez à utiliser la même démarche. Maintenant, on va voir une étude descriptive qui est transversale descriptive. Parce que la première étude que je vous ai présentée, même si je suis resté qu'à la partie description, c'était dans le fond, dans la suite, une étude transversale analytique. Bon, donc le premier exercice, c'était dans la population. Je vais en 5 minutes vous parler de comment on fait les études en milieu hospitalier pour qu'il y ait les deux paires voilà, pour équilibrer les choses, parce que vous allez penser qu'en faisant une étude pareille, une étude à l'hôpital, on utilisera la même formule. Pas forcément. Donc, c'est pour cela que je vous exhorte de voir l'étude de la page, la première page, je pense, parce qu'il y a 19 pages, qui parle de la satisfaction à l'égard des services de planification familiale dans les centres de santé publics du Congo. Est-ce que vous y êtes? Je sais que vous êtes fatigué, mais on va quand même mettre un petit pied sur l'accélérateur au dernier virage de la journée. Est-ce que vous êtes sur la même page que moi? Oui, docteur. Très bien. Oui. Donc, ici, il s'agit d'étudier la satisfaction des usagers ou des clients ou des patients qui vont dans les services de planification familiale. Comment on a procédé ici? On s'est dit qu'on va choisir des établissements de santé qu'il faut inclure dans l'étude. On a fait aussi, comme avec les localités, on a fait un tirage des établissements de santé. Donc, un tirage au sort sans remise. Ce qu'on appelle TAS. Je vous ai dit la fois passée que ce tirage au sort, ça c'est une appellation des gens qui jouent au loto, mais en statistique, en épidémiologie, on se dit tirage aléatoire simple. Donc, c'est aléatoire. On tire de manière aléatoire, sans remise. Donc, tirage aléatoire simple. Nous avons fait ça pour 27 établissements parmi l'ensemble des établissements de santé du Congo. Ici, nous sommes dans les centres de santé intégrés qui sont le premier maillon du système de santé. Hein. Donc, on appelle ça le premier échelon comme chez vous, le Congo démocratique. Donc, c'est la même organisation du système de santé comme dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, on a tiré 27. Une fois les 27 établissements obtenus, nous nous sommes dit, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dans ces centres, dans les 27 centres, on prend tous ceux qui fréquentent le centre pendant toute la durée de l'étude. Ça veut dire que nous avons fait ce qu'on appelle un échantillonnage exhaustif. Nous n'avons pas choisi une partie des gens, mais nous avons pris tous ceux qui venaient dans les centres de santé intégrés du Congo, dans les 27 qu'on a retenus. S'ils étaient nombreux, ces clients, s'ils étaient très nombreux, on n'aurait pas pu prendre tout le monde. On aurait fait aussi
on aurait calculé la taille de l'échantillon, comme on a fait avec Schwartz, pour pouvoir savoir comment procéder. Mais dans cette étude, nous n'avons pas procédé par le calcul de la taille de l'échantillon. Nous avons pris tout le monde enfin tous ceux qui venaient consulter pendant la période de l'étude. Donc on appelle ça une sélection exhaustive. Et puis pour le calcul on va dire des proportions, parce que la prévalence, c'est quand on parle de la maladie, mais ici c'est des proportions, parce que ici on étudiait la satisfaction, hein, pour dire, bon, est-ce que la qualité de l'offre est bonne, est-ce que l'organisation est bonne, est-ce que le personnel est attractif, est-ce que le centre est attractif, propose des conditions meilleures par rapport à d'autres. Voilà, c'était sur le plan des satisfactions. Donc ici, c'était des proportions. Donc si c'était la prévalence, au cas où c'était la prévalence d'une maladie qu'il fallait chercher, à ce moment, on aurait utilisé la formule de nombre de malades sur l'ensemble de personnes contactées. Est-ce que c'est clair jusque-là? Monsieur José, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Non, il y a personne jusqu'à Non, voilà, très bien. Donc, ceci dit, dans l'image pardon? Si vous pouvez répéter un peu. Je ne vous entends pas bien parce qu'il y a apparemment une musique là, que j'entends au fond. Prof, je disais que si vous pouvez un peu répéter. Répéter, c'est-à-dire que dans l'explication, hein, je disais ceci. Je disais que dans cette étude, nous avons procédé par la sélection de 27 établissements parmi tous les établissements de santé primaire, des centres de santé primaire du Congo, qu'on appelle les centres de santé intégrés. On a choisi 27 par rapport à nos ressources. On aurait pu dire, bon, on choisit 50 ou 100. Mais nous avons choisi 27 par rapport à nos ressources. Et sur les 27, nous avons contacté les clients, c'est-à-dire les femmes qui partaient recourir aux soins de planification familiale. À ce niveau, nous n'avons pas eu l'idée de choisir un échantillon de ces femmes, mais on a pris toutes ces femmes. Donc, on a fait ce qu'on appelle un sondage exhaustif, c'est-à-dire tout le monde. Maintenant, pour avoir des satisfactions de ces femmes, on faisait tout simplement des rapports. Donc, c'est des proportions. Pour les femmes qui pensaient qu'il y avait un manque de compétences techniques dans la fourniture des soins, on faisait simplement les femmes qui disaient par exemple oui sur l'ensemble des femmes, sur le nombre de femmes totales, pour trouver la proportion. Donc ici, s'il fallait calculer une prévalence, on aurait pu utiliser simplement la formule du calcul de la prévalence, qui est le nombre de malades sur le nombre total de malades. Donc vous avez vu qu'à travers ces deux exercices, j'ai fait un focus sur l'explication de la manière dont j'ai procédé sur le terrain pour vous aider à pouvoir les reproduire si besoin est ou si besoin sera. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, professeur. Oui, nous avons compris, mais par rapport à la question de mon collègue tout à l'heure, l'exemple de tableau précédent, là, le nombre de malades n'est pas repris sur ces tableaux.
Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je disais pour le cas de l'onchocercose, là, les nombres de malades n'étaient pas repris dans le tableau, c'est ça? Hein? Oui. Non, non. Dans l'onchocercose, le nombre de malades n'est pas repris dans le tableau. D'accord. Sûrement, Voilà, c'est pas... à connaître, c'était comment vous avez fait pour trouver. OK. Merci. Oui, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, sur l'onchocercose, le nombre de malades, dans chaque groupe de personnes, apparemment le réseau est parti. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur. Oui, professeur. Oui, donc je disais que dans le premier exercice, dans chaque localité, comme on connaissait le nombre de personnes à inclure dans chaque zone, on testait les personnes là. Donc le 923, on testait pour voir, donc on faisait des prélèvements pour voir s'ils avaient des charges des microfilaires, n'est-ce pas? Et ceux qui avaient des microfilaires étaient considérés comme des gens malades. Et ceux qui avaient cette charge négative étaient considérés comme des non-malades. Et pour trouver la prévalence, on faisait le nombre de personnes qui avaient des charges microfilariennes. C'est ça qui nous a donné la prévalence. Autrement dit, le nombre de personnes malades sur les 2130, ça nous donne la prévalence de l'onchocercose. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, professeur. Très bien. Maintenant, une dernière information particulière, c'est ce que vous savez certainement ou c'est ce que vous voyez, mais c'est toujours très important de le repréciser parce que chez nous, ici, on voit parfois des étudiants l'oublier. Ici, nous avons présenté au tableau un camembert. On appelle ça un camembert, c'est-à-dire un cercle qui montre les proportions, satisfaits et non satisfaits pour les services de planification familiale. Donc, vous voyez que le titre de ce camembert doit être en bas. Ça veut dire que les figures et les graphiques, le titre s'écrit en bas, alors que pour les tableaux, les titres s'écrivent en haut. Voilà. Ceci dit, je pense que pour la journée d'aujourd'hui, je vous ai quand même parlé de comment on peut mettre en œuvre une étude transversale sur le terrain, du début jusqu'au calcul de la prévalence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire ou de me rappeler demain. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons fait aujourd'hui? Non, merci. Peut-être quand on va repasser encore les cours, il y aura la tête qui va essayer de voir. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Parce que on a mis un peu le pied sur l'accélérateur aujourd'hui. Vous avez vu que ça commence à changer un peu, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, demain, nous allons faire la suite je vais continuer à faire la suite des présentations des travaux réalisés sur le terrain et jusqu'aux études cas témoins avant de revenir sur le cours. Mais par contre, en ce qui concerne, donc là je change de sujet, permettez que je change de sujet. Concernant les protocoles, est-ce que c'est possible que vous les apprêtiez le jeudi? Est-ce possible?
C'est trop tôt? S'il vous plaît, professeur, répétez un peu la question. Par rapport au protocole, est-ce que c'est possible que vous les apprêtiez le jeudi prochain? Professeur, on le fait par rapport à notre sujet. Décalé de, Alors, professeur. De 2 jours. Oui. Là, apparemment, la question n'est pas bien comprise. J'ai parlé du protocole parce qu'on avait dit la fois passée que vous devriez vous constituer en groupe de 3. Ah, ok. Mais ce ne sont pas les gens de M2. Pardon? Moi, j'ai comme l'impression que je ne me souviens pas un jour on a parlé de ça. Peut-être que ce n'est pas les gens de M2 ou bien. Non, c'était chez nous. Le prof avait dit qu'on devait constituer le groupe de 3 pour travailler les protocoles. On va choisir parmi les groupes de 3, on va choisir un des sujets et puis on travaille. C'est bon, c'est déjà bon. Ah, voilà. Donc, c'est pour cela que je vous ai envoyé un modèle de protocole pour que ça vous serve de tremplin pour votre exercice. Le but, comme j'avais dit la fois passée, c'est que vous ayez un protocole avancé pour le travail qui vous sera demandé à la fin de l'année. Sur ce, je vous remercie de votre patience et puis on se dit à demain. Ok, merci. Bonne fin d'après-midi. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée, chers amis. Excusez. Oui. Professeur? Oui. C'est Josué. Est-ce que je voulais dire ceci? Comme demain, c'est samedi, est-ce qu'on ne peut pas commencer un peu plus tôt, donc à partir de 13h pour finir à 15h? Demain, hein? Ah, oui. Pardon. Vous avez posé une bonne question, mais comme je vous ai dit, je suis un peu seul ici, aussi comme c'est quelqu'un que je connais là-bas. Donc, je fais ce que vous faites là, je suis seul à faire ça ici à l'université. Demain, je vais recevoir des étudiants de l'école africaine de l'Afrique centrale de santé publique que je dirige voilà, dans les recherches. Donc, sauf si vous voulez, bon, ça ne me gêne pas. Hein. Je peux vous laisser la journée de demain, comme ça je travaille qu'avec les M2. Merci, c'est encore mieux. Oh. Vous dites que c'est... Non, c'est pas mieux, professeur. On travaille les apprenants. Nous courons derrière les. Nous courons derrière les. Oui, donc, demain, on fait comme aujourd'hui. Oui, d'accord. À 15h alors. Bon, Abraham, oui, ce n'est pas à vous de décider. Bon, bonne fin d'après-midi et puis reposez-vous parce que vous devez avoir beaucoup d'oxygène parce que la distance est encore longue. Exactement. Merci, au revoir. Au revoir. Docteur Abraham. Mais Abraham, il faut écouter la discussion des autres. Hein. Bon, écoutez les programmes. Allô? Oui, je vous écoute. Donc, demain, vous avez dit qu'on puisse dire au prof Batoubenga s'il pouvait commencer à 8h. Il a accepté. Il va commencer demain à 8h jusqu'à 10h. Une pause de 30 minutes. Les profs de planification commencent à 10h30 pour finir à 12h30. Et puis, bon, les profs épidémiologie va commencer à 15h. Comme il n'a pas assez de temps pour commencer directement,
va commencer à 13h, à 15h. Pas de souci. C'était une proposition qui est venue de nous, donc pas de souci. D'accord. On vous